Aujourd'hui, la politique a mauvaise presse dans la population et elle s'oriente plutôt vers l'engagement dans des associations. En ce qui concerne le syndicalisme, on n'est pas loin de l'attitude que les gens ont vis-à-vis de la politique. Donc, on se distancie par rapport aux organisations traditionnelles et on cherche à pouvoir réaliser collectivement des actions qui auront une efficacité concrète et qui ne participeront pas de l'accession de certains au pouvoir et à leur maintien. L'objectif de cette causerie sera relativement simple. Il s'agira de montrer que l'engagement a toujours du sens. Et je voudrais montrer plus particulièrement aux jeunes, parce que toute mon attention se porte sur eux, puisqu'ils vont porter le flambeau de l'espoir dans l'avenir, qu'en travaillant pour la société, non seulement on apporte sa petite pierre, fût-elle tout à fait minime, à l'édifice d'une humanité meilleure, plus juste, plus solidaire, mais que l'on peut également s'enrichir sur le plan personnel. Le déclencheur, en ce qui me concerne, est lié à l'entrée sur le marché du travail. En effet, je suis issu d'une famille catholique, conservatrice sur le plan politique et social, et donc rien, a priori en tout cas, ne me destinait à m'engager dans la politique, à gauche en particulier, et à avoir des responsabilités très modestes dans le domaine syndical. Après avoir fait mes études universitaires, j'ai eu la chance d'être engagé comme chercheur au Fonds national belge de la recherche scientifique, et mes conditions de travail étaient évidemment tout à fait idéales, mais je vivais dans une tour d'ivoire, je travaillais de manière tout à fait solitaire, et lorsque j'ai quitté ce centre de recherche, il m'a fallu prendre conscience de ce que c'était que la réalité de ce monde très dur dans lequel l'immense majorité des gens vivaient. C'est à ce moment-là que je me suis posé la question de savoir ce qu'il fallait faire de ma vie. La recherche, bien sûr, me passionnait, mais j'y trouvais un manque, je dirais. Parce que autant sur le plan intellectuel, celle-ci est évidemment très enrichissante, autant socialement parlant, j'avais le sentiment de ne pas servir à grand-chose pour le progrès de l'humanité. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans l'enseignement. D'ailleurs, il s'agissait de vivre également et de gagner ma vie, bien entendu, mais aussi, parallèlement, de m'engager sur le plan politique et sur le plan syndical. Pour des raisons liées à la nécessité de clarté de cette présente causerie, je vais subdiviser les deux pans de mon exposé. Bien que la politique et le syndicalisme se soient chevauchés, chronologiquement j'entends, dans ma vie. Je commencerai donc par parler de mon engagement politique et ensuite de mon engagement syndical avant d'en tirer un certain nombre de conclusions qui, je l'espère, pourront instruire ou servir en tout cas
d'éléments de réflexion aux plus jeunes, puisque c'est à eux que je m'adresse. Sur le plan politique, c'est en 1988 que je décide de m'affilier au Parti socialiste belge, puisque je vivais à Bruxelles. Je serai membre de ce parti entre 1988 et 1997. Ce sont surtout les toutes premières années dans ce parti où je vais m'engager véritablement corps et âme. Je n'ai eu jamais d'ambition personnelle dans la carrière politique, ça ne m'a jamais traversé l'esprit et ça ne m'intéresse toujours pas, tout simplement parce que je n'aime pas le pouvoir. Et l'on va voir d'ailleurs que mon opposition au pouvoir a débouché sur l'adhésion à une organisation anarchiste à laquelle j'appartiens pour l'instant. Donc, à ce niveau-là, il y a donc un fil rouge, une continuité. Si j'y adhérais au Parti socialiste belge, c'est parce que j'avais un idéal. Mais un idéal de justice, de solidarité. Mais en rentrant dans ce parti, j'ai dû vite déchanter. Alors je ne tiens pas à jeter la pierre en particulier contre ce parti parce que j'imagine que dans tous les partis, et c'est plus qu'une imagination, ça doit se passer de la même manière et que donc le désamour que beaucoup de gens portent vis-à-vis des partis politiques est lié au fonctionnement même des partis politiques. N'oublions pas que les partis politiques sont relativement jeunes dans l'histoire politique de l'Occident. Les partis politiques naissent en fait au moment de la Révolution française, c'est-à-dire il y a un peu plus de 200 ans, ce qui ne représente que 8 ou 9 générations, ce qui ne représente rien du tout dans l'histoire, comment dirais-je, multiséculaire de l'humanité, puisque celle-ci a 2,5 millions d'années. Donc, il n'y a pas de raison de considérer que l'organisation en partie, lorsque l'on veut faire passer un certain nombre d'objectifs politiques, cela s'entend, est quelque chose d'incontournable. Les partis sont nés un jour, et comme toutes les organisations humaines, vraisemblablement, ils disparaîtront au profit d'autres organisations un autre jour. Je ne dis pas ça du tout par défaitisme, parce que c'est simplement parce que l'histoire progresse de cette manière et que les différentes formations sociales qui ont été expérimentées jusqu'à aujourd'hui ont connu des mutations et souvent ont disparu après parce qu'elles n'étaient plus adaptées à un moment donné. On peut d'ailleurs imaginer que cette formation politique qui s'est généralisée à la suite de la colonisation par l'Europe de la planète, que cette forme qu'est l'État disparaîtra un jour. Évidemment, ici, il ne s'agit que d'une hypothèse. Rien ne me permet d'assurer ce que je viens de dire. Je ne suis pas prophète et je ne peux pas faire de prédiction. Donc je suis historien et je m'en tiendrai à l'observation, à l'étude, à l'analyse de ce qui est passé, avec les outils dont je dispose aujourd'hui, en fonction de ma formation et surtout de mon expérience de vie. J'étais donc à un moment de mon existence où j'estimais qu'il ne suffisait plus de penser le monde, de l'interpréter, comme aurait dit Marx, mais qu'il s'agissait de le transformer. Je n'étais pas si jeune, j'avais quand même 30 ans, donc je ne me suis pas lancé dans la politique vraiment au moment de mes études universitaires. Je m'intéressais beaucoup à la pensée politique et j'avais un intérêt plus particulier pour les écrits de Marx, mais enfin, je n'avais jamais adhéré à un parti politique parce que c'était contraire à mon indépendance naturelle, je disais. Mais enfin, j'ai franchi le pas
j'ai sauté le Rubicon donc en 1988. Je suis resté donc au Parti socialiste, je crois l'avoir dit, jusqu'en 1997. Donc j'en ai été membre pendant 9 ans. Ensuite, pendant quelques années, je n'ai plus été membre d'aucune organisation politique. Entre 2005 et 2008, j'ai bien été membre du Cercle républicain, mais qui avait un objectif très ciblé. Il ne s'agissait pas de repenser la société dans son ensemble, mais d'occuper un créneau particulier qui était celui d'abolir la monarchie en Belgique parce qu'elle était contraire au principe d'égalité entre les citoyens. Ensuite, j'ai participé, mais je dirais en électron libre, à toute une série de mouvements politiques, en particulier la défense des sans-papiers, et je me suis battu également contre la pauvreté. Mais je dois dire que ces combats n'étaient pas véritablement structurés dans mon chef, même si, bien entendu, on ne peut pas aboutir à quoi que ce soit quand on est seul. J'ai adhérer à l'une ou l'autre association, mais de manière informelle. Enfin, après avoir rencontré des anarchistes de différentes tendances, mais ces tendances ne sont pas aussi importantes que certains veulent bien le dire, j'ai adhéré donc il y a 3 ans, en 2014, à Alternative Libertaire Bruxelles. Dans le domaine du syndicalisme, qui sera l'objet de la deuxième partie de ma causerie, j'y ai été, je dirais, je me suis engagé tout doucement. D'abord comme simple affilié. Et j'avouerai que lorsque j'ai adhéré au syndicat des employés, des techniciens et des cadres, donc le 7K, lui-même structure composante de la Fédération Générale du Travail de Belgique, la FGTB, donc un syndicat socialiste, j'y ai adhéré principalement pour des raisons pratiques, administratives, de service. Donc il ne s'agissait pas du tout, en tout cas pas à ce moment-là à mes yeux, sauf que je n'aurais pas choisi n'importe quel syndicat. Donc il s'agissait d'un syndicat de gauche. J'y ai adhéré, mais sans militer, entre 1985 et 1990. Mon véritable engagement syndical débute en 1991. Cet engagement sera long, puisqu'il va durer pendant 18 ans jusqu'en 2008. J'y adhéré donc à la Centrale Générale des Services Publics, la CGSP, elle-même composante de la FGTB dont j'ai parlé il y a un instant. Ensuite, j'ai parallèlement pendant 3 ans eu une double affiliation, donc à la CGSP enseignement, dont je m'éloignais progressivement, et d'autre part d'un mouvement anarchiste et socialiste révolutionnaire que j'avais cofondé avec d'autres camarades, à savoir la coordination des travailleurs de l'enseignement, la CTE. Cette CTE, d'ailleurs, serait en voie de renaissance maintenant, suite à la mise sur le tapis des propositions d'une part de la ministre et des partenaires sociaux, c'est-à-dire des organisations, ce qu'en Belgique on appelle les pouvoirs organisateurs de l'enseignement, et d'autre part des syndicats. Il y aurait pour l'instant, mais nous ne sommes qu'au tout début de la contestation, une opposition qui ne paraît pas très très forte, mais enfin une opposition réelle d'une partie non négligeable des enseignants face au pacte d'excellence qui vise à reconfigurer, reconstituer véritablement l'enseignement secondaire en Belgique,
qui n'est pas assez performant et qui n'est pas adapté, ce sont donc les propos des autorités, au monde moderne. Enfin, tout à fait logiquement, j'aboutirai à un certain nombre de conclusions destinées à aider peut-être les plus jeunes à réfléchir sur ce que c'est que l'engagement politique et syndical. Je commence donc tout d'abord par mon engagement politique. Je suis donc rentré en 1988 au Parti socialiste belge. Quel était mon état d'esprit quand je suis entré au Parti socialiste belge? C'était celle d'un naïf. Je ne crois pas avoir été un imbécile, j'avais quand même fait des études universitaires, j'avais été chercheur, donc il faut entendre le mot naïf ici dans son sens étymologique qui est lié, comme vous le savez certainement, à la notion de naissance, de natus en latin qui veut dire celui qui est né. Donc j'avais un idéal de pureté et il m'a fallu déchanter, je crois l'avoir dit déjà tout à l'heure, très rapidement. J'ai été jeté je me suis jeté, puisqu'il s'agit d'un acte personnel dans la fosse aux lions, et parmi les militants que j'ai rencontrés, il s'agissait essentiellement d'opportunistes, et je ne leur en veux pas parce qu'un certain nombre d'entre eux avaient de bonnes raisons d'essayer de trouver des solutions à leurs problèmes professionnels, à leurs problèmes de logement, j'y reviendrai. Il y avait relativement peu d'idéalistes. Et quand il y en avait, après quelques mois, ils étaient très rapidement intégrés dans le système. J'ai d'abord été affilié, donc membre de la section de Woluwe-Saint-Pierre, qui est donc une commune de l'agglomération bruxelloise, où là le Parti socialiste était tout à fait minoritaire. Il s'agissait il s'agit toujours d'ailleurs, d'une commune bourgeoise de Nanty, qui n'a rien à voir avec le public à l'époque, je dis bien, de la commune où je vais résider, où je réside depuis maintenant 28 ans, à savoir Saint-Gilles, donc autre commune de l'agglomération bruxelloise, qui est une commune qui à l'époque était très populaire et qui depuis lors s'est embourgeoisée, s'est gentrifiée, comme on dit, et la population est devenue plus diversifiée. Le bas de la commune est resté populaire, alors que le haut de la commune, puisqu'il s'agit vraiment d'une commune qui, en termes de dénivelé sur le plan topographique, a un caractère très marqué, le haut de la commune, elle, est très bourgeoise. Par exemple, dans la rue dans laquelle j'habite, lorsque j'ai acheté la maison dans laquelle je vis maintenant et dans laquelle je me trouve au moment où je vous parle, cette rue était essentiellement peuplée de gens issus de l'immigration. Beaucoup de Marocains, des Espagnols, des Portugais également. Aujourd'hui, quelques Belges bien sûr. Aujourd'hui, la population a fortement changé et l'on y trouve plus du tout d'immigrés, plus du tout de population d'origine immigrée, je dis bien, puisqu'en fait, les Marocains qui habitent en Belgique appartiennent tous à la deuxième voire troisième génération, bien sûr, et on y trouve de plus en plus maintenant dans cette rue de maisons qui ont été achetées par des Français. Donc, je vis dans une commune qui est de plus en plus colonisée par des Français, pour des raisons que je ne développerai pas ici. Donc, dès que je rentre au Parti socialiste, je tiens à m'impliquer pour que, évidemment, cette affiliation ait du sens. Bien que je sois rationaliste, je suis également athée,
il n'en demeure pas moins que le problème du sens se pose comme à tout être humain, le sens n'étant pas, à mes yeux, donné a priori, donc c'est à chaque individu de donner du sens à sa vie. Il n'en demeure pas moins qu'évidemment, il y a toujours un petit côté mystique, même quand on est très rationnel, ou que l'on se veut rationnel, à défaut d'être rationaliste, parce que l'on croit en un certain nombre de valeurs qui ne sont pas démontrées comme a priori étant bonnes. Je parlais de la justice et de la solidarité précédemment. Ce sont des choses que l'on trouve en soi, qui peuvent résulter également de l'existence et d'une nécessité que l'on trouve à les promouvoir. J'ai découvert donc un monde que j'ai décrit tout à l'heure comme la fosse au lion, où il fallait se battre, sur le plan humain, qui j'ai découvert. Alors, très rapidement, des clans. Lorsque j'étais à Saint-Gilles, des clans, mais qui ne se différenciaient pas tellement sur le plan idéologique, mais parce qu'il s'agissait de clans liés à tel ou tel personnage qui occupait des fonctions au sein de la commune, des échevins, ce qu'en France on appelle des adjoints au maire, ou qui étaient liés de plus ou moins près avec le bourgmestre, ce qu'on appelle donc un maire en France, le bourgmestre étant en l'occurrence à ce moment-là, excusez-moi, ministre-président de la région bruxelloise. Évidemment, je me demandais ce que je faisais là. J'ai adhéré très vite à un petit groupe qui était très critique par rapport à l'orientation que prenait à ce moment-là le Parti socialiste, qui devenait de plus en plus social-démocrate. Il était depuis presque toujours, bien entendu, mais enfin, là, c'était très marqué, étant donné les positions politiques du bourgmestre, qui, comme je vous l'ai dit, était ministre-président de la région bruxelloise et qui affirmait très clairement qu'il n'était pas marxiste, alors que dans le petit groupe dont je faisais partie, nous n'étions pas nombreux, mais nous étions marxistes ou marxisants, en tout cas pour la plupart. Sur le plan politique, maintenant, quelle a été mon expérience? Eh bien, mon expérience, c'était une expérience qui, comment dirais-je, m'a appris un certain nombre de choses sur l'être humain lorsqu'il vit en société, dans des groupes. Les moments les plus forts de la vie de la section socialiste de la commune de Saint-Gilles, c'était évidemment les assemblées générales qui étaient entrecoupées dans le temps, entre chaque séquence, par des comités. J'avais été élu membre du comité exécutif de cette section pour être actif, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. C'était d'ailleurs une section très nombreuse à l'époque. Il y avait plusieurs centaines de membres, et on le comprend, pour des raisons, hélas, clientélistes. Beaucoup de gens voulaient adhérer à cette section-là, parce que c'était une section connue comme étant une section où il y avait du pouvoir, et donc il pouvait y avoir des postes à la clé, des logements à la clé. D'ailleurs, les assemblées générales étaient assez significatives. Nous nous réunissions dans un local communal, et lorsqu'il y avait des votes, moi je me souviens, les échevins étaient pratiquement aux quatre coins de la salle pour vérifier qui votait dans tel ou tel sens. Par conséquent, les 200 ou 300 personnes qui étaient là devaient voter dans le bon sens, dans la mesure où il y avait un certain nombre d'allocataires sociaux, d'employés communaux, qui, s'ils ne votaient pas dans le bon sens, ne pouvaient pas avoir soit un emploi, soit une promotion,
soit un logement social. Tout ça était extrêmement pénible. Moi, je faisais partie des 3 ou 4 idéalistes intellectuels qui se trouvaient dans le fond de l'Assemblée et qui avaient pour caractéristique de voter la plupart du temps contre les propositions qui étaient avancées. Je me souviens d'un moment particulier qui est celui des affaires en 1996. À ce moment-là, il y avait une tension certaine, même très forte, entre d'une part le syndicat socialiste, la FGTB, et d'autre part le Parti socialiste, parce qu'il y avait des grèves chez les enseignants qui risquaient, et d'ailleurs ça s'est passé dans la réalité, de voir leur fonction se voir supprimer 3000 postes dans l'enseignement secondaire, ce qui était énorme évidemment à l'échelle de la petite Belgique, donc de Bruxelles et de la Wallonie, 3000 postes. À ce moment-là, c'était une ministre socialiste qui était ministre de l'enseignement et le chef de la section socialiste de ma commune était membre du même gouvernement que cette ministre socialiste qui avait pour objectif de licencier, de supprimer 3000 postes. Ça se situe d'ailleurs peu de temps avant l'affaire Julie et Mélissa, qui a été évidemment un moment extrêmement dramatique dans l'histoire de la Belgique et qui a conduit à la réforme des polices qui a coûté beaucoup plus cher que les postes occupés par les enseignants s'ils étaient restés en fonction. Il y a eu un deal politique à ce moment-là entre les partis membres du gouvernement fédéral et il s'agit vraiment d'un vrai choix politique. Là, au niveau fédéral, on a renforcé la sécurité et la police alors qu'au niveau communautaire, dont dépendait l'enseignement, là, on a sacrifié les enseignants, les postes, en tout cas qu'ils occupaient, d'encadrement de la population scolaire, donc les élèves. Je me souviens qu'à ce moment-là, je participais donc tout à fait régulièrement aux comités locaux, et chaque fois je mettais à l'ordre du jour le problème des enseignants et des grèves. Et je me souviens qu'on m'a répondu texto, on mettait mon point à l'ordre du jour systématiquement à la fin de toutes les réunions, de telle manière que chaque fois que l'on arrivait à ce point-là, il était tellement tard que le point n'était jamais abordé, comme par hasard. Et puis, à un moment donné, je me suis fâché, j'ai dit, mais est-ce qu'on va quand même parler des enseignants? Nous avons fait la grève pendant 4 mois à ce moment-là. Et on m'a répondu, nous avons des problèmes beaucoup plus urgents à résoudre. Il y avait l'affaire Agusta, ça concernait un contrat de vente d'avions où le Parti socialiste avait joué un rôle et avait touché des commissions. Donc, à ce moment-là, on m'a dit, il faut sauver les meubles. Donc, il faut essayer que le Parti socialiste ne sombre pas corps et biens dans cette affaire. Et donc, pensez bien que le problème des 3000 postes dans l'enseignement était considéré comme une affaire tout à fait mineure, en tout cas à ce moment-là. De toute façon, notre grève, qui fut longue, a débouché sur un échec, pas échec moral, puisque nous nous étions bien battus, mais échec réel, concret, puisque les 3000 postes ont été supprimés. Donc, si je dois résumer mon expérience au sein du Parti socialiste belge, que je quitte donc en 1997, après 9 ans, mais les dernières années, je dois dire que j'avais progressivement pris mes distances
par rapport aux positions du Parti socialiste qui ne correspondaient pas à mes idées fondamentalement. Quant à ces pratiques, elles étaient hélas celles de tous les partis politiques, en tout cas je l'imaginais, donc je n'en ai jamais fait grief en particulier au Parti socialiste, j'imagine qu'au Parti libéral, qu'au Parti social-chrétien à l'époque ça devait se passer de la même manière. J'ai quitté la politique et je me suis engagé à fond dans le combat syndical sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Donc pendant plusieurs années je ne fais plus de politique. En 2005 jusqu'en 2008, j'appartiens au Cercle républicain qui, comme son nom l'indique, a une visée qui est l'abolition de la monarchie en Belgique. On trouve dans ce cercle principalement, mais pas seulement, des militants de gauche, on trouve des communistes, des trotskistes, quelques anarchistes aussi, mais pas seulement, on trouve également des libéraux. Et sans doute également un certain nombre de personnes qui n'ont pas une attache à un parti particulier. Mais les objectifs étaient relativement limités. Moi-même, ma participation s'est limitée à assister à quelques conférences, à 3 publications sur le site du Cercle républicain et au fameux banquet républicain que nous organisions. Ensuite, je vous ai dit que je me suis occupé des sans-papiers, de la lutte contre la pauvreté, et il a donc fallu attendre 2014 pour adhérer à Alternative Libertaire, qui était, comme son nom l'indique, un parti alternatif, véritablement, qui appartenait à la mouvance, comme l'on dit, anarchiste, et qui correspondait beaucoup plus à mes idéaux. J'étais sûr, en tout cas, de ne plus me trouver face à des camarades, compagnons ou compagnonnes, comme on dit, entre anarchistes, qui avaient des objectifs de carrière. Le pouvoir était tout à fait absent en tant qu'objectif de carrière par définition, le pouvoir étant au contraire une cible qu'il fallait constamment viser pour la combattre. Et donc je me retrouvais tout à fait, et je me suis retrouvé tout à fait à l'aise, d'ailleurs j'en suis toujours membre. Alternative Libertaire, étant membre de cette organisation, je serai relativement discret sur son fonctionnement, bien entendu, mais il s'agit d'un groupe où il y a des groupes, où il y a des, comment dirais-je, des assemblées où l'on réfléchit, donc des groupes de réflexion. Il y a beaucoup de manifestations que nous initions ou auxquelles nous participons en alliance avec d'autres groupes de la gauche radicale sur des objectifs communs, manifestation par manifestation. Donc il n'y a pas d'alliance, je dirais, systématique avec tel ou tel groupe. Il faut bien entendu chaque fois se mettre d'accord sur les objectifs. Il y a réalisation d'un certain nombre de projets communs et en particulier, moi-même, je m'occupe plus particulièrement de la diffusion de la pensée anarchiste via des vidéos et également des conférences ou des publications sur mon site en particulier. Donc, pour l'instant, en tout cas, je trouve un certain équilibre sur le plan intellectuel par rapport à ce qui se fait dans ce groupe libertaire. Ce groupe est essentiellement constitué d'intellectuels, sociologues et politologues principalement. Donc, vous voyez qu'on peut faire Sciences Po sans avoir des objectifs de carrière dans l'organisation de l'État, bien au contraire dans ce cas-ci, justement, puisqu'il s'agit d'être en opposition par rapport à l'État,
structure sociale que nous n'acceptons pas. Et ce groupe est constitué essentiellement de jeunes. Je suis le seul vieux, il suffit de voir la couleur de mes cheveux. Tous les membres ont entre 18 et 30 ans en moyenne. Donc je suis vraiment, j'ai au moins une trentaine d'années de plus que mes compagnons et mes compagnonnes. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais toute ma vie, et plus j'avance en âge, plus je me dis qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à faire avec les gens de ma génération, parce que inévitablement, en vieillissant, ils ont conforté leur position économique et sociale, ils sont entrés dans le système et par conséquent, il leur est difficile de le combattre. Moi, je suis apparemment un cas un petit peu à part, bien que j'ai toutes les allures du petit bourgeois. Je n'en disconviens pas du tout. Donc, vu de l'extérieur, je suis un peu une sorte de Dr. Jekyll, et quand je manifeste, de Mr. Hyde. Ça, c'est fort possible. Enfin, seul un psychiatre pourra dire si je suis schizophrène ou pas, s'il y a contradiction entre mes conditions matérielles de vie et, d'autre part, le fonctionnement de mon psychisme, mais intellectuellement, en tout cas, c'est le combat qui me paraît le plus justifié, en tout cas dans l'état actuel de mes réflexions. Je passe maintenant au syndicalisme. Le syndicalisme a occupé une part importante de ma vie. Je m'y suis engagé peut-être plus à un moment donné que dans la politique. Alors, l'origine, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, est liée au fait que je me suis jeté, j'ai été jeté sur le marché du travail en sortant du Fonds national de la recherche scientifique et qu'il a fallu, à un moment donné, me battre face aux conditions de travail dans lesquelles je me suis retrouvé en tant qu'enseignant dans le secondaire. Je me suis affilié au moment où je suis entré dans l'enseignement libre non confessionnel à l'école de Crolly pendant les grèves de 1990, début 1991. Il était inimaginable que je ne m'affilie pas à ce moment-là, parce que j'étais directement concerné en tant que professeur temporaire, stagiaire, si vous voulez. Je n'étais pas nommé, et puis parce qu'il s'agissait d'une question de solidarité. On était pris par un vaste mouvement social, et il s'agissait de se battre à ce moment-là. Il s'agissait de se battre. Très rapidement, j'ai exercé un certain nombre de responsabilités. Les 3 premières années, j'ai été un affilié qui assistait aux réunions syndicales, mais enfin, je n'ai pas pris le taureau par les cornes, si je puis dire, donc entre 1991 et 1993. De 1993 à 2008, là, les choses ont complètement changé, donc pendant une quinzaine d'années, si je calcule bien. D'ailleurs, pendant toute cette période, j'ai été, pendant 12 ans, délégué syndical, dans 2 établissements successifs, d'abord dans l'enseignement secondaire, ensuite dans l'enseignement supérieur. En quoi consistait le travail d'un délégué syndical? Un délégué syndical est chargé au niveau local où il travaille d'écouter d'abord très attentivement ce que disent ses collègues, d'être en même temps l'interface avec la régionale syndicale, en l'occurrence de la Centrale générale des services publics secteur enseignement, de transférer les informations de l'un vers l'autre et vice-versa, de participer au débat à la régionale, aux assemblées générales, de les répercuter au niveau local et vice-versa. Donc,
Il s'agit essentiellement d'être non pas le chef, parce que j'ai été toujours opposé à cette vision-là, on l'a compris, puisque je suis anarchiste, mais en tout cas d'être le catalyseur des luttes liées à des problèmes spécifiques aux établissements dans lesquels je travaillais. Ces luttes concernaient d'une part la défense de l'emploi et surtout les conditions de travail. En matière salariale, là, nous n'avions évidemment aucun pouvoir, puisque même s'il s'agissait d'enseignement, même si je travaille dans l'enseignement libre non confessionnel, les traitements étaient alignés sur les professeurs qui travaillaient dans l'enseignement officiel, c'est-à-dire dans l'enseignement de l'État. Donc là, on pouvait participer à des mouvements collectifs, mais au niveau de la section locale, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est tout à fait différent, en revanche, pour les conditions de travail et pour les problèmes de licenciement, où là, nous devions nous battre, et je me suis battu. Ma santé en a souffert, parce que être délégué syndical, c'est une mission qui est extrêmement éprouvante. Elle prend beaucoup de temps. Je travaillais certainement 10 heures en plus de mon horaire hebdomadaire pour pouvoir assister à des réunions multiples. Et parmi ces réunions multiples, j'avais été désigné comme membre d'une part de la commission zonale de Bruxelles, qui avait pour mission de statuer sur les options qui allaient être ouvertes ou fermées dans les différents établissements scolaires à Bruxelles. J'étais membre également de 2 autres commissions, membre donc de la commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel au ministère de l'Emploi, où je me souviens que nous avons eu des discussions assez serrées avec les représentants du ministre sur l'élaboration des contrats de travail, et d'autre part, j'étais membre de la commission centrale de réaffectation au ministère de l'Enseignement, cette fois, où il s'agissait de réaffecter des professeurs qui étaient mis en disponibilité parce qu'ils avaient perdu un certain nombre d'heures de cours dans leur établissement, parce que des cours avaient disparu, ou également parce qu'ils avaient déménagé et se trouvaient à une distance trop éloignée de l'école dans laquelle ils avaient été titularisés, et par conséquent, ils demandaient une nouvelle affectation, donc on étudiait les dossiers les uns après les autres. Cette époque m'a appris un certain nombre de choses, en particulier en matière de négociation. En effet, j'ai vu que c'était vraiment qu'un rapport de force dans un ministère autour d'une table entre les deux parties, entre ce que l'on appelle les partenaires sociaux, donc d'une part les représentants de l'État et d'autre part les représentants syndicaux. La plupart du temps, les problèmes se résolvaient par consensus, de telle manière que le conflit n'apparaisse pas. Mais il est arrivé quelquefois qu'il y ait parfois donc des conflits. Ça s'est passé surtout au ministère de l'Emploi pour le problème des contrats de travail. Là, il s'agissait vraiment, et là nous avons acquis, en tout cas, nous avons gagné en tout cas sur un point, c'est celui qui me vient à l'esprit, mais il y en a eu d'autres bien entendu, c'est que dans les contrats de travail type tels qu'ils étaient élaborés, il était question des supérieurs pour désigner les directions et d'autre part les inférieurs pour désigner, vous imaginez bien, les professeurs, les membres du personnel administratif et les membres du personnel ouvrier. Nous avions réagi très fortement et nous avions obtenu que le terme inférieur disparaisse, mais du côté patronal, c'est-à-dire du côté de l'État, il n'a pas été question de supprimer le terme supérieur. Donc, il n'y avait plus d'inférieur.
Vous imaginez, il s'agissait d'un terme raciste, je dirais, mais il y avait toujours des supérieurs. Je ne sais pas à l'heure actuelle où ça en est, si ce terme a été supprimé également, mais c'est pour vous dire que les termes ont de l'importance, parce qu'un contrat de travail, c'est quand même à une valeur qui n'est pas simplement une valeur qui a l'importance sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, le cas échéant, mais également une valeur symbolique sur le plan social. Une société où il y a des inférieurs, des supérieurs, ça a quand même quelque chose de particulièrement humiliant pour les travailleurs. Alors, quelles sont les actions qui ont été menées? Chaque semaine, nous avions, et là je faisais du forcing, hein, je me souviens que mon permanent syndical au niveau de la régionale me disait « mais enfin, t'es complètement fou, vous ne pourrez jamais tenir la route ». Pratiquement chaque semaine, je faisais une réunion syndicale. Même en période de calme, hein, je ne parle pas en période de grève, parce que là, nous étions évidemment en réunion tous les jours. Je faisais une réunion chaque semaine, je faisais le tour des situations problématiques, et il s'agissait de voir s'il n'y avait pas moyen d'améliorer les conditions de travail qui, dans l'école où je me trouvais, étaient extrêmement pénibles. C'était une école qui pratiquait la pédagogie nouvelle, celle du docteur de Crowley, qui était tout à fait innovante, qui existait depuis pratiquement un siècle à l'époque, mais ça demandait un investissement en termes de travail tel des professeurs que les burn-out, les dépressions nerveuses étaient extrêmement nombreuses et que un certain nombre de professeurs, et comme par hasard le personnel féminin, parce qu'ils avaient évidemment charge de famille, devaient prendre des trois quarts temps ou des mi-temps, parce que ça devenait véritablement insupportable, ceci conduisant évidemment à des manques à gagner. Donc vous imaginez, quand il y avait des situations familiales qui devenaient perturbantes, tensions entre les conjoints, quand vous vous retrouvez avec un mi-temps et que vous êtes séparé de votre mari ou de votre compagnon, les situations sociales extrêmement pénibles auxquelles tout cela peut aboutir. Mon objectif, parce que je me battais vraiment comme un lion à cette époque-là, et pendant ma carrière j'ai fait souffrir beaucoup de mes directions, mais j'ai moi-même beaucoup souffert, hein, ce n'est pas indolore. Quand on se bat, on reçoit des coups, on en donne, le tout c'est d'établir un rapport de force. Un rapport de force, c'est quelque chose que j'avais appris également quand j'étais membre du Parti socialiste, c'est qu'il faut établir un rapport de force. Quand vous êtes seul, que voulez-vous changer? Hein, vous gesticulez sur une scène, vous êtes la risée de tout le monde, si on vous regarde, parce que sinon, à la limite, on vous prend pour un fou, ou on ne s'intéresse même pas à vos gesticulations. Donc, très rapidement, dans cet établissement, les autres établissements auquel j'ai appartenu, et même celui auquel j'appartiens maintenant, il m'a semblé indispensable de réaliser l'unité entre tous les travailleurs, quelles que soient les catégories dans lesquelles on les fige, et on comprend évidemment l'intérêt que les directions ont à avoir devant elles des catégories de travailleurs différentes. Diviser pour régner est un vieil adage que tout le monde connaît, et il s'agissait de réaliser l'unité des travailleurs. Donc mon souci n'était pas seulement de débaucher les enseignants et même les ouvriers qui appartenaient à d'autres syndicats chrétiens en particulier, mais il s'agissait également de réunir dans un combat commun face à la direction les ouvriers, justement, auxquels je me suis toujours attaché, parce que la plupart du temps, les ouvriers n'ont pas au sein de leur établissement, parce qu'ils sont peu nombreux évidemment par rapport à la masse des enseignants, de délégués. Il y en a toujours un qui sert un petit peu d'intermédiaire,
mais en général, il est souvent mal armé. Et donc, par conséquent, et je le fais toujours d'ailleurs dans mon établissement, enfin le plus souvent possible, de défendre les ouvriers lorsqu'un problème apparaît dans leurs conditions de travail, lorsqu'ils sont réprimandés par leur direction. Ça me paraît être d'une logique élémentaire si l'on veut être cohérent par rapport à un idéal que l'on vise. Sur le plan régional, comment se battre? Il y a eu les grèves, j'en ai déjà parlé. Il y avait la prise de parole aux assemblées générales, il y avait surtout les publications. J'ai publié beaucoup de choses dans le journal, enfin la publication qui était pratiquement trimestrielle, non, ou bimestrielle, de la section communauté française au sein de la régionale, ou la publication de la régionale elle-même, mais les tensions sont devenues de plus en plus importantes entre la section de l'enseignement officiel et les sections qui représentaient l'enseignement provincial ou de la région bruxelloise et les sections communales. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la publication de l'enseignement officiel n'a plus pu paraître. Il y avait un véritable sabordage dans la distribution des numéros. Il y avait une censure des articles également, et c'est à ce moment-là donc qu'à quelques-uns nous avons décidé de créer la coordination des travailleurs de l'enseignement qui s'est voulue beaucoup plus radicale. Les répercussions sur le plan personnel, et je crois que ça vaut la peine en tant que témoignage peut-être très subjectif, par ailleurs j'essaye d'être clair et objectif, mais enfin par définition quand on s'implique dans un travail comme celui-là, il y a une part d'émotion, puisqu'elle est tellement prenante, cette part de travail dans votre vie quotidienne, les répercussions sont importantes. Il est évident que quand vous êtes délégué syndical, contrairement à l'idée reçue, vous n'avez pas un emploi protégé, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Au contraire, on vous fait tous les ennuis du monde pour vous mettre des bâtons dans les roues, même sur le plan pédagogique. On ne vous donne pas toujours les meilleures places, on ne vous donne pas toujours les meilleurs horaires, c'est une manière de vous faire comprendre que vous n'avez pas le pouvoir, que le pouvoir se trouve de l'autre côté. Ensuite, il m'est arrivé de poser ma candidature pour avoir un supplément d'heures dans mon horaire. On s'est arrangé de telle manière que ce sont d'autres candidats une autre candidate qui a été prise. J'ai beau avoir fait un procès en justice, au palais de justice, contre mon employeur, et alors à ce moment-là, on voit vraiment ce que c'est qu'une justice de classe, c'est-à-dire que la juge qui a dû statuer a estimé qu'il y avait autonomie de l'établissement dans lequel je me trouvais, alors que c'est un établissement public dépendant directement de l'État, ou plus exactement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'en Belgique, il y a régionalisation, ou plutôt communautarisation de l'enseignement, et alors là, vous vous rendez bien compte que ce que c'est que l'État. Vous vous trouvez devant l'État à ce moment-là. Vous vous trouvez devant l'État. Ça m'a coûté d'ailleurs quelques milliers d'euros, pas seulement en frais d'avocat, mais également en frais de justice. J'ai même eu un huissier qui est venu chez moi, à mon domicile, prétendant faire l'inventaire de mes biens, parce que je ne payais pas immédiatement ce que l'avocat de l'État me demandait comme débours pour avoir défendu mon établissement. Donc vous voyez, ce sont des rapports de force extrêmement pénibles. Mais ceci dit, sur le plan moral, j'ai considéré que j'avais été vainqueur, parce que je devais aller en justice face à une situation tout à fait injuste. Pendant les grèves, alors là, en 1996, je vous ai parlé de cet épisode pour nous casser. La ministre socialiste de l'époque
puisque nous avons fait grève pendant 4 mois, en tournante comme on fait toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on ne se déclare pas gréviste tous les jours. Chaque jour, il y a un certain nombre de collègues qui se mettent en grève, l'objectif étant de conduire au dysfonctionnement de l'établissement dans lequel nous travaillons. Mais comme la grève perdurait et qu'il fallait qu'absolument cette réforme passe, la ministre a trouvé dans un des tiroirs, je dirais dans toutes les circulaires de l'administration qui sont publiées depuis longtemps, une circulaire selon laquelle, lorsqu'il y a moins de 50% des élèves dans l'établissement, que les professeurs soient en grève ou pas, les professeurs ne sont pas payés. On serait en dictature, mais vous savez, il y a des circulaires comme ça, c'est pour ça que je me dis que si un jour l'extrême droite arrivait au pouvoir, mais elle dispose déjà de tout un arsenal de règlements sur le plan administratif et sur le plan législatif aussi. Elle ne devrait pas publier de nouvelles lois. Simplement, heureusement, on n'applique pas toutes les lois qui ont été votées, que ce soit les lois contre le terrorisme, etc., en matière de surveillance des citoyens, mais déjà tout est là. C'est assez effrayant d'ailleurs. C'est assez effrayant. Enfin, ceci m'a conforté évidemment dans mes opinions politiques anarchistes. Maintenant, la coordination des travailleurs de l'enseignement, dont je vous ai parlé à 2 reprises. Elle a été créée en 2005, elle a fonctionné jusqu'en 2008 parallèlement à mon adhésion, à mon affiliation à la Centrale Générale des Services Publics, donc membre de la GTB, syndicat socialiste. Elle a fonctionné de manière tout à fait sporadique à certains moments dans certaines écoles par la suite. Le mouvement syndical, parler de syndicat ce serait évidemment se gonfler, ça n'aurait pas de sens, qui avait été créé, comprenait peu de membres, faut-il le dire, appartenant aux différents niveaux de l'enseignement. Ça nous paraissait tout à fait essentiel d'avoir des représentants de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, universitaire et supérieur non universitaire. Finalement, le déclin en nombre d'effectifs s'explique pour une raison toute simple, c'est que la plupart des membres de ce mouvement syndical ont pris leur retraite et n'avaient plus de raison de s'impliquer directement dans le mouvement syndical. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de relancer la machine maintenant, puisqu'il y a une demande d'un certain nombre d'acteurs de l'enseignement pour avoir un syndicat, ou plutôt un mouvement syndical qui tatillonne les organisations syndicales traditionnelles. Nous avions mené sur le terrain un certain nombre d'actions, distribution de tracts, entre autres choses, dénonciation de compromis qui étaient faits par le syndicat socialiste. Nous avons publié un certain nombre de textes sur un site qui a disparu maintenant, mais entre une dizaine et une quinzaine de mes articles sont toujours présents sur mon propre site. J'en arrive à la conclusion générale. Donc, cette causerie qui portait sur le militantisme, et je vous rappelle que militantisme, ça vient du mot miles, qui en latin signifie être un soldat, c'est-à-dire un combattant, cette causerie a essayé de mettre en évidence la nécessité de se battre et de lutter dans la vie. La vie est une lutte constante. Celui qui baisse les bras, il perd. Il n'y a rien à faire. C'est triste à dire, je ne suis pas un partisan du darwinisme social, mais quelque part, il faut savoir que qui ne se bat pas, à moins d'être un privilégié, a perdu d'avance. Donc, nous sommes condamnés, si je puis dire, à être libres, pour utiliser l'expression de Sartre, nous sommes condamnés à être libres et donc d'user notre liberté pour lutter. Je renvoie à la phrase de Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Je crois que ça se trouve dans les contemplations, plutôt dans les châtiments. Or, lutter, ça ne signifie pas défendre des acquis.
Il est de bon ton maintenant de ne plus parler d'acquis, mais de conquis, qui est un terme effectivement plus juste et plus cohérent par rapport aux combats qui ont été menés par les générations précédentes. Mais il s'agit de se battre face à des injustices constantes et à se battre contre des situations intolérables qui sont de plus en plus fréquentes, nouvelles, et qui correspondent, je dirais, aux outils que le capitalisme met entre les mains de la haute bourgeoisie et de la bourgeoisie constamment. Donc il s'agit de se battre constamment, il s'agit donc de travailler, parce que se battre, c'est se travailler. Alors le travail peut se faire à différents niveaux. Moi-même, j'ai toujours été un militant de la base. J'ai assumé un certain nombre de responsabilités, à un niveau tout à fait basique. Je n'ai jamais été permanent syndical, je n'en ai jamais fait un métier. Tout cela au nom de valeurs de solidarité, de justice qui deviennent de plus en plus évidentes et nécessaires plus l'on se bat. L'efficacité, évidemment, du combat que l'on mène au quotidien, si on la voit sur le plan individuel, est évidemment, elle paraît tout à fait minime, cela va de soi, mais prise dans un mouvement plus général, ce sont tous des petits grains de sable qui permettent à un moment donné de constituer un petit tas sur la plage, et peut-être pas de faire barrage à la mer, mais en tout cas de résister au niveau qui est le nôtre, et on ne voit pas très bien d'ailleurs comment on pourrait faire autrement. Enfin, sur le plan humain, l'expérience du militantisme, tant sur le plan politique que sur le plan syndical, m'a permis de comprendre ce que je ne comprenais pas véritablement, parce que d'une manière abstraite, ça ne veut rien dire ce que c'est que le pouvoir. J'ai vu ce que c'était que le pouvoir de manière concrète. J'ai approché le pouvoir, pas trop près, parce que je n'ai jamais été dans un cabinet ministériel, je n'ai jamais travaillé dans des négociations à un haut niveau, mais j'ai vu par petites touches ce que c'était qu'un rapport de force, ce que c'était le pouvoir. Ce qui, dans ma vie professionnelle, a été très utile, puisque, comme professeur d'histoire, je suis amené à parler régulièrement du pouvoir lorsque je fais de l'histoire politique, de l'histoire économique ou de l'histoire sociale. Donc j'ai compris ce que c'était le pouvoir. J'étais un naïf, je dois vous le dire avant, et puis j'étais issu d'un milieu catholique, conservateur, où toutes ces luttes étaient tout à fait escamotées dans la vision de l'histoire. Enfin, j'ai compris aussi le pendant du pouvoir, ce que c'est que l'inertie politique de la grande majorité de la population. Une inertie, c'est-à-dire que les gens suivent quand il y a vraiment une attaque immédiate à leurs intérêts personnels, mais ce n'est pas au nom de grandes idées que les gens se battent. Il faut toujours qu'il y ait un lien avec ce qui se trouve ou pas dans leur portefeuille, ou quand il y a une menace par rapport à l'avenir de leurs enfants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont insensibles à la situation du réchauffement climatique sur Terre, entre autres choses. Cela va de soi. Mais, hélas, il faut que l'on soit concerné à titre personnel. Et c'est cette division constante sur laquelle, évidemment, travaillent les hommes politiques à leur profit, c'est cette division qu'il faut combattre. Ce n'est pas évident. Je peux vous le dire, je me suis battu beaucoup dans ma vie, j'ai encore quelques années devant moi sur le plan professionnel, mais je compte bien, une fois que j'aurai pris ma retraite, continuer à me battre, parce que la vie n'a de sens que par la lutte. Enfin, c'est pas la lutte qui... Je me trompe ici un petit peu. Je dirais la lutte est un moyen, bien entendu. Elle n'est pas un but. Mais si l'on n'utilise pas cet outil qui est la lutte, avec les autres, en solidarité, je ne vois pas à quoi l'on peut arriver.
plus que jamais aujourd'hui, et je le dis aux jeunes, et je ne parle pas, bien entendu, ici d'étudiants ou d'élèves, parce que je serais très vite accusé de faire du prosélytisme et d'utiliser ma fonction professionnelle dans un cadre privé pour faire passer des idées qui sont les miennes, pas du tout. Ici, il s'agit d'expliquer quelle a été mon expérience, quel que soit d'ailleurs le syndicat ou le parti dans lequel les jeunes combattent, il faut absolument se battre parce que la providence, je n'y crois pas. Les hommes providentiels, c'est un mythe construit par des individus qui tiennent au pouvoir, et donc, que faire sinon se battre? J'ai dit.